Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 27 décembre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Journée de promotion des riziculteurs du Niger ce jeudi au centre culturel Oumarou Ganda CCOG de Niamey. Elle est organisée par la Fédération des unions de coopératives de producteurs du riz FUCOPRI pour inciter les consommateurs nigériens de s'orienter vers le riz produit au Niger. N'est-ce pas, Asma Oseidou? C'est par des chansons et des sketchs qu'a débuté cette cérémonie dite journée des riziculteurs et de promotion du riz nigérien. Une journée dédiée aux producteurs du riz pour appeler la population à consommer le riz nigérien, une action citoyenne. La réalisation de ce choix suppose des investissements accrus pour parvenir à une inversion de la tendance actuelle où le taux d'accroissement de la demande en riz est supérieur à celui de la production. Si des efforts énormes sont amorcés dans la réhabilitation des aménagements et la construction des nouveaux, force est de constater qu'il reste beaucoup à faire. La clé de développement de toute filière réside dans sa capacité à conquérir le marché, mais également la capacité des différents acteurs qui interviennent à pouvoir construire et développer une complicité positive. Ainsi, de par ces objectifs, ces journées de rencontres paysannes cadrent parfaitement avec la volonté de responsabiliser les acteurs du monde rural prônés par le gouvernement. En effet, avec des effets du changement climatique de plus en plus pressants sur nos productions pluviales, le développement de l'irrigation en général et de la riziculture en particulier constitue une alternative sûre contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Prenant la parole à son tour, le ministre d'État de l'Agriculture et de l'Élevage a salué et encouragé cette initiative, celle de valoriser les produits locaux. Cette campagne, lancée par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, constitue un véritable outil de promotion et de protection de nos produits locaux, et en particulier du riz localement produit en vue de sa disponibilité et de sa compétitivité. Vous comprendrez aisément, dès lors, ce que ces journées des riziculteurs et de promotion du riz nigérien constituent un engagement des plus utiles dans le dispositif devant contribuer à l'atteinte des objectifs assignés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en matière d'autosuffisance alimentaire et de sécurité nutritionnelle dans notre pays. Je vous exhorte donc tous, organisations paysannes, producteurs, transformateurs, distributeurs de riz, organismes de recherche, ONG et industriels locaux, à plus d'initiatives, d'organisation et de dévouement pour une production quantitative, qualitative et compétitive du riz nigérien afin de convaincre l'ensemble des Nigériens à privilégier la consommation de nos produits locaux en général et en particulier du riz localement produit, le riz du Niger. Pour amener davantage les participants à accorder plus d'intérêt au riz produit au Niger, l'assistance a eu droit à une visite guidée des stands où sont exposées les différentes variétés du riz made in Niger. Grande rencontre au Niger sur l'architecture Gréna. C'était ce jeudi au Palais de Congrès qui a servi de cadre pour le Salon de l'architecture, une initiative de l'Ordre des architectes du Niger soutenue par les autorités de la 7e République. Ce salon, le premier du genre au Niger, a vu la participation des architectes du Niger, des membres du gouvernement et de plusieurs autres invités. Cette cérémonie est placée sous le patronage du Premier ministre Brigitte Raffini. Précision dans cet élément. La qualité de l'habitat et de la ville est un enjeu majeur du vivre ensemble. C'est le thème de ce premier salon de l'architecture organisé par l'Ordre des architectes du Niger. Une façon pour cette structure de faire découvrir le métier de l'architecte au grand public nigérien. Ce salon permettra de faire connaissance avec la famille des architectes. Les échanges seront certainement fructueux et bénéfiques pour ceux qui ont des projets de construction, ceux qui ont besoin de conseils avisés ou encore ceux qui ont des problèmes au niveau d'une quelconque étape permettant
de mener à bien la concrétisation de leur projet de construction. La GRENA 2018 sera également l'occasion de sceller des partenariats avec les fournisseurs de matériaux et de matériel ici présents sur le site. L'architecte étant un concepteur et un prescripteur, il est d'un intérêt commun avec les fournisseurs de nouer des relations pour permettre d'échanger afin d'aboutir au meilleur choix qualitatif des matériaux et matériels qu'ils soumettent à nos prescriptions et donc à l'utilisation des maîtres d'ouvrage. Enfin, ce salon doit être une occasion de promotion des affaires, de partage et de découverte au profit de tous les participants. Notre vœu profond est que ce salon puisse apporter plus de visibilité aux architectes et à tous les partenaires et sociétés ici présents. Nous souhaitons un grand profit et plein succès à tous les organisateurs, tous les sponsors, les entreprises et les sociétés participantes, mais aussi et surtout aux nombreux visiteurs qui certainement trouveront des réponses et des solutions à leurs projets de construction. Le ministre de l'Habitat qui a présidé la cérémonie a axé son intervention sur le rôle que les architectes ont joué et jouent pleinement dans la modernisation des villes nigériennes. Mon département ministériel est conscient que la production de logements décents exige l'intervention non seulement des pouvoirs publics, mais aussi de plusieurs autres partenaires, notamment les architectes, les ingénieurs, les sociétés de promotion immobilière, les banques, etc. Nous mettons en œuvre tous les mécanismes permettant une étroite collaboration avec ces compétences locales. C'est pourquoi le ministère dont j'ai la charge a toujours sollicité le concours de ces techniciens, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de modernisation des villes dont Niamey-Yala est l'expression palpable. Faudra-t-il le rappeler, le rôle éminent que les architectes et les ingénieurs ont joué dans le cadre de la modernisation de nos villes à travers des projets innovants qui ont contribué à l'embellissement de nos villes. Une vidéo des œuvres des architectes a été projetée à la grande satisfaction des invités qui ont par la suite visité les différents stands pour voir clair ce que font les architectes au Niger. Après les travaux du colloque international sur l'esclavage dans l'espace sahélo-saharien organisé par l'association Timidiria, les organisateurs ont procédé ce matin à la remise officielle du rapport final des travaux de ce colloque au ministre de la Justice, garde Sceaux Omarou Amadou. Il faut préciser que le colloque en question est organisé avec l'appui des universités de Birmingham, de Niamey et de Tillabéri. Compte rendu Nafissa Zakou et Halidou Bourema. Le rapport issu du colloque international sur l'esclavage dans l'espace sahélo-saharien, initié par l'ONG Timidria du 18 au 20 décembre dernier sous le thème Mutation, persistance et perspective, a été officiellement remis au ministre de la Justice. Les conclusions tirées qu'on a tirées, elles sont basées sur les trois valeurs et aspirations communes. Donc, qui sont le respect de la dignité humaine et aussi, en tout cas, tout avancement politique ne peut se faire sans une recherche scientifique approfondie faite par les universités et puis aussi de prendre des mesures pour vraiment éviter la marginalisation des souches les plus vulnérables ou d'éradiquer quand même ce phénomène-là de l'esclavage. Le gouvernement est en train de d'élaborer un plan d'action national de lutte contre l'esclavage au Niger avec l'appui du BIT. C'est le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Action sociale qui est lead, en tout cas, qui est le représentant de l'État. Et actuellement, ce plan d'action, je crois que c'est un plan d'action 2019-2021. Donc, il n'est pas finalisé. Vous voyez ça, nous pensons pertinemment qu'il y aura quand même quelque chose, il y aura une avancée. En recevant le rapport, le ministre de la Justice a félicité Timidria pour la tenue de ce colloque. Je continue à saluer vos actions en tant que Timidria. Vous avez porté cette lutte à un moment où moi-même
je ne connais pas trop ce phénomène, parce que tout simplement, dans la zone qui était la mienne, ne relevait que des réminiscences, disons, moyenâgeuses ou historiques. Mais évidemment, votre combat a permis non seulement de faire connaître le phénomène, mais d'avoir amené le gouvernement à modifier le code pénal et le code de procédure pénale. Et ça, c'est des acquis importants. Et nous encourageons tous les pays à faire comme le Niger. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a des lois que les problèmes sont terminés. Nous vous encourageons aussi à être plus que jamais déterminés pour que dans les coins et recoins de notre pays, vous puissiez identifier, porter à la connaissance des tribunaux les cas dont vous avez connaissance. Il faut enfin noter l'engagement du ministère de la Justice à accompagner Timidria dans ses actions afin de lutter définitivement contre l'esclavage au Niger. Ouverture ce jeudi matin au stade général Asseni Kounché d'un atelier de formation des organisations de la société civile active dans les secteurs de l'éducation. L'atelier est initié par la coalition ASSO-EPT. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Soucieux du bien-être de la femme, c'est en ce sens que ASSO-EPT, avec l'appui de Plein Niger, a initié un programme quinquennal dénommé Woborem Farhan. Ainsi, à travers cet atelier, l'ONG compte outiller davantage les membres des structures de la société civile active en éducation, non seulement à capitaliser les acquis, mais aussi à être des acteurs clés en suivi et évaluation. C'est une formation qui rentre dans le cadre de notre travail que nous avons avec Plan International Niger, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Woborem Farhan. C'est un programme quinquennal et qui demande à la société civile en tout cas de renforcer ses capacités afin de faire le plaidoyer nécessaire au niveau que ce soit national mais également au niveau local, c'est-à-dire au niveau des communautés. Et donc c'est dans ce cadre que nous avions regroupé une trentaine de nos membres, notamment de ASSO-EPT d'abord, mais également des membres des autres organisations partenaires, à savoir Ranger, Open, CNEPT et Rosen, pour renforcer leurs capacités sur le suivi et capitalisation. Vous savez que les organisations de la société civile font beaucoup d'activités, mais très souvent, ces activités ne sont pas capitalisées et le suivi est aussi défaillant. Les initiateurs de cet atelier dressent ici leurs attentes. Que nos membres soient véritablement renforcés sur la thématique de suivi et de capitalisation, mais également qu'ils soient aptes à conduire véritablement des actions de suivi sur le terrain, que ce soit le suivi de leurs activités qu'ils mènent ou même des actions que l'État et ses partenaires mènent sur le terrain. Parce que vous savez, la société civile s'est en tout cas engagée à faire le suivi, le contrôle citoyen de l'action du gouvernement et des autres partenaires. Et donc nous estimons qu'à travers cette session, nos membres auront suffisamment de compétences pour les permettre d'assumer leur rôle donc, de ce contrôle citoyen-là. Durant 2 jours, ces membres des organisations de la société civile partenaires d'ASSO-EPT verront leur capacité renforcée par un expert du domaine. Et cet atelier est la suite des séries d'activités menées par cette association qui œuvre pour une école de qualité pour tous. Restons toujours dans le domaine de l'éducation et cette fois-ci c'est pour parler directement à Dakar au Sénégal avec l'amicale des Nigériens étudiants et stagiaires au Sénégal, Amines, qui a rendu publique une déclaration hier mercredi 26 décembre 2018. Dans celle-ci, Amines interpelle les autorités nigériennes sur les calvaires que les étudiants et stagiaires vivant au Sénégal sont confrontés au quotidien. La déclaration, elle est lue ici par le président de l'amicale, Gallo Chefiou. L'Amines s'indigne de la sous-colère des autorités malgré les démarches légales et responsables que nous avons engagées. Dénonce avec fermeté la situation que vivent les étudiants nigériens de l'extérieur, car ayant été toujours les derniers à être désintéressés.
exige le paiement sans délai de la troisième tranche de bourse ainsi que de la bourse de soutenance pour les étudiants en fin de cycle, sans oublier le traitement immédiat des réclamations en cours. Exige sans délai le paiement du complément de la bourse de mois sur 2 pour certains étudiants. Demande au ministère de l'Enseignement supérieur de revenir sur sa décision relative aux modalités d'octroi des autorisations d'instruction aux étudiants admis à poursuivre leurs études dans les écoles interétatiques au Sénégal. Cela en effet permettra aux étudiants les plus méritants d'avoir accès à des grandes écoles multinationales. Dénonce le rejet des dossiers des étudiants et stagiaires nigériens pour l'octroi de la bourse du second cycle par le conseil de l'administration de l'ANA. Dénonce le silence de l'ANA suite au retour des modalités d'octroi des bourses alors qu'elle les a permis de faire la procédure et les modalités de dépôt des dossiers. Exige le paiement sans délai des frais de scolarité des étudiants nigériens au niveau des écoles partenaires et aussi des universités de l'intérieur du Sénégal, afin de permettre aux étudiants nigériens d'étudier dans les bonnes conditions de culture. En effet, certains étudiants se voient refuser l'accès aux salles de cours d'examen pour donner suite au non-règlement de frais de scolarité par l'État du Niger, et d'autres aussi menacés. Exige le paiement sans délai des subventions des frais de scolarité des étudiants nigériens dans les instituts et écoles privées au Sénégal. Exige le traitement sans délai des dossiers des camarades au niveau de l'ANAP, sachant qu'ils sont menacés par la clôture des instructions prévues en fin d'examen. Exige le paiement et la régulation des frais de transport. Exige le respect des engagements pris par l'État du Niger en s'acquittant régulièrement des frais de scolarité, des pécules de bourse, des frais de qualification et de transport. Interpelle les autorités compétentes à prendre des mesures idoines pour servir à temps les sections extérieures. Soutient les sections extérieures de leur but juste et légitime. Enfin, nous prenons en témoin l'opinion nationale et internationale de tout ce qui adviendra en cas de non-satisfaction de nos légitimes revendications par le gouvernement du Niger. La MINES adresse ses condoléances aux familles des victimes des attaques terroristes perpétrées sur le territoire nigérien, puissent les âmes des disparus reposent en paix et prompt rétablissement aux blessés. La MINES souhaite un très bon championnat de lutte traditionnelle et que ce grand rendez-vous national soit un moment de partage, de renforcement des liens de fraternité et de solidarité. Retour ici à Niamey, direction le Conseil supérieur de la communication CSC qui a débuté ce matin les travaux de sa dernière session ordinaire de l'année 2018. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui va durer 5 jours. Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. 12e et dernière session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre de l'année 2018. 6 points sont à l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de décembre 2018 comporte 6 points à savoir. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de novembre 2018. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du projet de délibération portant approbation du règlement intérieur du conseil de publicité. 4. Examen et adoption des travaux de la commission éthique, déontologie et carte de presse. 5. Examen et adoption des travaux de la commission suivi des cahiers de charges, accès équitable et publicité. Et 6. Questions diverses. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, je voudrais insister particulièrement sur celui relatif à l'examen et à l'adoption du projet de délibération portant approbation du règlement intérieur du conseil de publicité. Ce conseil, comme vous le savez, a été créé par décret numéro 2017-052/PRN/MC du 25 janvier 2017 régissant la publicité par voie de presse. C'est un organe consultatif placé sous l'autorité du CSC. Le président est ensuite revenu sur les différents points examinés lors de la session du mois de septembre. Nous avons procédé à l'examen et à l'adoption de la délibération modifiant et complétant la délibération numéro 001/CSC du 7 mars 2017 fixant la composition,
l'organisation et le fonctionnement du conseil de publicité. Ceci pour rendre cet organe plus efficace et opérationnel et en le dotant de professionnels disponibles et outillés pour produire des avis et propositions et les soumettre à l'appréciation du collège des conseillers. Après l'adoption de cette délibération, nous avions, conformément aux dispositions de celle-ci, lancé un avis d'appel à candidature pour la sélection de 7 membres du conseil de publicité. C'est désormais chose faite depuis la tenue de la session ordinaire du mois de novembre 2018 qui nous a permis de procéder à une sélection rigoureuse des personnes à même d'animer cet organe consultatif. Conformément à la délibération citée plus haut, le conseil de publicité a élaboré son règlement intérieur qui est un instrument indispensable à son fonctionnement. C'est donc le projet de ce règlement que nous examinerons au cours de la présente session afin de permettre au conseil de publicité de s'atteler dans les meilleurs délais à la tâche. À cette session, il sera aussi question d'examiner et de l'adoption du projet des travaux de la commission éthique, déontologie et cadre de presse, ainsi que ceux de la commission du suivi des cahiers des charges, accès équitable et publicité. Du sport dans cette édition, et c'est pour parler du football avec le démarrage dès demain, vendredi 28 décembre 2018 de la saison sportive de football, saison sportive 2018-2019 avec cette fois-ci une nouvelle formule dans le monde du football nigérien, c'est la Super League. Ce jeudi, le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, Siliman Mohamed, était face à la presse pour expliquer les raisons qui ont amené l'introduction de cette nouvelle formule. Résumé dans cet élément. C'est la première expérience que les amateurs du football nigérien vont découvrir à travers cette Super League à double avantage. Se conformer aux exigences de la FIFA d'une part et professionnaliser le football nigérien d'autre part. Au niveau de la Fédération nigérienne de football, il a été entrepris des démarches à travers des concertations, à travers des échanges très très fructueux pour voir qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour vraiment faire passer notre football à une autre dimension. Ainsi, l'Assemblée générale de la Fédération a décidé de réformer les compétitions. On en a fini avec la première division et la deuxième division que vous connaissez, la Ligue 1 et la D2 que vous connaissez d'habitude. Il a été décidé la création d'un troisième niveau de compétition avec une réforme des appellations à travers donc désormais la Super League qui est l'élite du football nigérien désormais, la Ligue nationale qui est le deuxième niveau et ensuite la Ligue régionale qui sera désormais le troisième niveau. Nous avons eu besoin de réformer ces compétitions parce qu'il est important de resserrer l'élite. Si on veut aboutir à un championnat de qualité, il faut permettre aux meilleurs de le jouer. Donc de façon globale, il y aura de la qualité parce que il y a un système d'entonnoir qui va faire en sorte que seulement les meilleurs donc, vont subsister au niveau supérieur. Seule fausse note, les sponsors se font rares pour accompagner la Fédération nigérienne de football FENIFOOT et les joueurs nigériens en général, d'où ce regret de l'instance dirigeante du football. Quand je vois la situation vraiment que vivent vraiment beaucoup de nos clubs, moi je suis choqué. Je suis franchement choqué. Et je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et franchement, c'est incompréhensible que les sponsors n'accompagnent pas la jeunesse et le sport. C'est vraiment dramatique. C'est vrai qu'ils ont leurs raisons aussi. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'un certain nombre de choses se mettent en place, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de l'esprit citoyen? Qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité sociétale? Chaque entreprise a le devoir d'aider la communauté dans laquelle elle se trouve. Je crois qu'on ne peut pas manquer avec un peu de bonne volonté quand même quelques subsides à donner au football, à soutenir les clubs et à soutenir la fédération. C'est l'occasion pour nous, encore une fois, on ne va jamais se fatiguer, de faire un plaidoyer au niveau de ces sponsors potentiels pour qu'ils soutiennent le football. Au total, 14 clubs de Niamey et de l'intérieur vont disputer cette Super League. Ainsi, dans son plan d'action de la saison sportive 2018-2019, tout niveau confondu, la Fédération nigérienne de football a établi un budget de 600 millions de francs CFA pour le mettre en exécution.
Du sport encore avec l'édition 2018 du sabre national qui a sa 40e édition dont les combats se poursuivent au niveau de la région du fleuve Tillabéri. La deuxième journée aujourd'hui, plusieurs lutteurs donc ont mordu encore les sables. Donc nous sommes à la deuxième journée, une journée caractérisée par plusieurs combats très emblématiques. Nous faisons le point dans cet élément avec nos envois spéciaux Abdrazak Hamidou Léo et Sadou Doumi. Après l'ouverture de la 40e édition du sabre national à Tillabéri, mardi 25 décembre 2018, la première journée des combats, le mercredi 26 décembre 2018, a vu la victoire de Niamey sur Agadez 6-4. Difa a perdu 4-6 contre Tawa, victoire de Dosso sur Zander 7-3 et victoire de Maradi 7-3. Cette année, la technicité des lutteurs est au rendez-vous. Il n'y a pas de technique, les gens là ne vont pas tomber car je vous dis que déjà, regardez, 6 contre 2 combats nuls qui ont éliminé 4 et déjà et plus 2 victoires aujourd'hui. Déjà sur les combien? Sur les 20 combats prétendant au sabre, on a déjà 12 éliminés pour le sabre. Ça veut dire que les combats sont très techniques et je vous ai dit que, déjà en introduction, je vous ai déjà dit que les premières rencontres ont toujours été plus difficiles parce que personne ne connaît totalement l'autre. C'est le sabre, la période de sabre, la période la plus époustouflante, c'est les 2 premiers jours des rencontres plus les phases des invaincus qu'on appelle la deuxième phase. La sélection nationale qui sera faite est une sélection méritée si les gens ne commettent pas leur erreur habituelle de combat truqué que nous commençons à voir peut-être à partir de la 3e journée ou de la 4e journée. Mais cette année, des dispositions sont prises que tout celui qui fera un combat truqué n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Pour le compte de la deuxième journée, du moins pour la première partie, le matin, Niamey a perdu 3-7 contre Dosso et Maradi a gagné 7-3 contre Difa. Techniquement, les régions ont travaillé leurs lutteurs avant de les faire venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps. Les régions ont fait les éliminatoires à temps. Et les lutteurs ont eu un temps assez long pour la mise au vert, ce qui permet aux entraîneurs nationaux et les anciens lutteurs qui sont là de bien encadrer, de leur donner vraiment le rudiment, surtout sur la réglementation, parce qu'il y a auparavant on n'avait pas assez de temps dans la mise au vert pour préparer les gens. Il n'y a pas que la préparation physique. Maintenant, donc, c'est le dernier qui a été terrassé. Et ça veut dire que les gens vraiment se sont bien préparés cette année. On risque d'aller vers la finale avec moins d'invaincus. Difa se retrouve déjà sans aucun lutteur invaincu. Niamey, 2 lutteurs restent encore debout. 6 lutteurs invaincus pour Dosso et Maradi. 4 lutteurs sont encore debout. C'est la fin de cette édition. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.